Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Justice sociale, charité ou même business. À lire l'enquête de mon invité sur la fondation Bill et Melinda Gates, on se prend à douter sur les véritables motivations des époux milliardaires américains. Est-ce vraiment de la philanthropie désintéressée ou un moyen de soutenir les intérêts économiques des multinationales américaines ? La réponse donc avec Lionel Astruc, auteur d'un livre intitulé « L'art de la fausse générosité, la fondation Bill et Melinda Gates », un ouvrage paru aux éditions Actes Sud. Bonjour Lionel Astruc. Bonjour. Alors, dans les premières pages de cette enquête, vous dites et vous reconnaissez qu'il y a quand même un engagement philanthropique de la part des époux Gates. Oui, je crois qu'ils sont de bonne foi et qu'ils ont sincèrement envie de sauver la planète, de réduire les inégalités, etc. Mais parfois, on fait les pires erreurs avec la plus grande bonne foi. Et là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que si on voulait mal s'y prendre pour réduire les inégalités, on ne ferait pas autrement. Et en réalité, on s'aperçoit qu'au solde de tout compte, le bilan est négatif. Et on fait plus de mal que de bien avec ce type d'initiative et de fondation. Alors, vous faites cette enquête parce que vous en avez marre de l'image des époux Gates dans la presse où on dit que ce sont les sauveurs, ce sont les grands philanthropes de ce siècle. Oui, absolument. En fait, j'ai été agacé de voir que beaucoup de journalistes et dans la population en général, on avait ce réflexe de toujours citer, quand on parle de philanthropie, de générosité, on cite les époux Gates, alors qu'en réalité, lorsqu'on creuse, on s'aperçoit que non, c'est une fondation qui, au contraire, consolide les bases d'un système qui est profondément inégal. Alors, cette enquête démarre par Gates entrepreneur, vous le prenez carrément au collège, et vous montrez que ce n'est pas un entrepreneur sympathique. Non, c'était vraiment intéressant en fait. J'ai fait cette recherche dans un second temps, d'aller voir dans son enfance, dans sa jeunesse, son adolescence, sa vie étudiante, qui est-ce qu'il était vraiment, et est-ce que vraiment il correspondait à cette image de la success story. Pour moi, c'était l'emblème de la success story. Et en réalité, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait une grande brutalité dans sa manière de faire des affaires. Et même aux États-Unis, en fait, il est vu comme ça. Et c'est pour ça qu'il a créé la fondation. C'est aussi pour redorer son blason. Et je voudrais citer simplement un exemple. C'est un enquêteur de l'État américain qui, suite à l'enquête faite pour le procès à la fin des années 90, a dit, voilà, en fait, ce que j'ai découvert sur Bill Gates, c'est qu'il n'essaye pas seulement de doubler ses concurrents, il n'essaie pas seulement de leur prendre des parts de marché, il essaie également ensuite, économiquement, de les tuer. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que malheureusement, c'est dramatique, mais il a gardé quand même cet état d'esprit. Dès le début, il l'a, vous le dites dans ce livre. Oui, absolument. Alors, il a été condamné par la justice américaine. Oui, il a été condamné et surtout, je crois, au-delà de cette condamnation, il a été humilié, en fait. Pourquoi humilié ? Parce que ce procès a été diffusé dans les médias et qu'il a vraiment perdu la face à un moment donné où il ne pouvait pas faire autrement que de reconnaître que son entreprise était déloyale, illégale et finalement malfaisante pour d'autres entreprises. Donc, Microsoft, donc. Voilà, Microsoft. Et donc, à ce moment-là, il a voulu reconstruire une image et il est tellement malin et efficace qu'il a fait une inversion d'image où il est devenu d'un seul coup le plus grand philanthrope de la planète. Donc sa motivation, c'est une motivation d'image, de communication, d'avoir créé la fondation Bill et Melinda Gates ? Non, je ne pense pas qu'on puisse réduire la fondation Bill et Melinda Gates à ce souhait, mais je pense en revanche que c'est vraiment important de voir à quel moment l'idée est née et quel a été en tout cas l'objectif de départ. Alors, on retrouve ces défauts qu'il avait comme entrepreneur, on les retrouve dans la fondation Gates, notamment les conflits d'intérêts. Oui, absolument. Alors ça, c'est vrai que lorsqu'on creuse... Moi, au départ, j'ai trouvé simplement des affaires ponctuelles qui étaient éparpillées et petit à petit, j'ai rassemblé les pièces de ce puzzle. Et effectivement, les conflits d'intérêts, c'est quelque chose de récurrent. Et on s'aperçoit que quand la Fondation engage un programme de lutte contre le sida et le paludisme en Afrique, eh bien, le même laboratoire
profite à la fois des fonds de la fondation, fait partie de ce programme, et se trouve également dans le trust qui finance la fondation. C'est-à-dire que à la fondation est adossé un fonds de dotation, et en fait, la fondation ne fait que dépenser les dividendes de ce fonds de dotation. Ouais. Et à travers cet outil, en fait, ce mécano financier se joue des conflits d'intérêts qui sont assez colossaux. Alors pour que ça soit clair, il y a eu des milliards. Ces milliards-là sont investis dans des entreprises et seuls les dividendes servent à la fondation Gates. Hein, c'est ça. C'est bien ça. Et le problème, c'est que ce trust qui finance la fondation, en réalité, à travers ses investissements, eh ben, il encourage les fléaux contre lesquels la Fondation prétend lutter. Alors dites-nous, quels sont ces investissements? Vous les citez, mais... Ben oui, parce que ça semble tellement étonnant. Enfin, moi les bras m'en tombaient, donc, mais après vérification, le trust de la Fondation Bill et Melinda Gates investit dans l'industrie de l'armement, dans la malbouffe, Coca-Cola, McDonald's, etc., la grande distribution, Walmart, les OGM, mais aussi les énergies fossiles, 1,4 milliard. Dans le pétrole. Dans les combustibles, l'extraction minière, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est inconcevable. Et donc on retrouve une partie de ces gens au sein du conseil de la Fondation. Oui, en fait, c'est aussi, je pense que ce qu'il faut vraiment dire, c'est que ça fonctionne très verticalement et que ce que Bill Gates souhaite, la Fondation et ses filiales à travers le monde l'appliquent. Et quand on parle de telles sommes, à savoir 4,7 milliards d'euros, je crois, de dollars pour l'année 2017, on se rend compte qu'en fait, la Fondation Bill et Melinda Gates est plus puissante que beaucoup de pays et beaucoup d'autres donateurs. Alors ça va loin parce que la Fondation soutient Microsoft en Afrique. Oui. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, absolument. Mais en fait, il faut réaliser que dans l'esprit de Bill Gates, c'est pas un problème. En fait, le philanthropocapitalisme, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment un rapprochement qui, pour moi, est dangereux, mais pour Bill Gates, semble normal, entre les affaires et cette pseudo-générosité. Alors, il y a un personnage qu'on voit souvent, que vous citez pas mal, c'est Berkshire Hathaway, donc le grand milliardaire qui est constamment, Warren Buffett, lié à la Fondation. Là aussi, conflit d'intérêts, parce que je suppose que la Fondation, enfin, un certain nombre d'investissements concernent les entreprises de Berkshire Hathaway, dirigées par Warren. Mais je pense qu'il faut même dépasser tous ces petits conflits d'intérêts, on parle aussi de Coca-Cola, etc., et réaliser qu'en réalité, c'est un conflit d'intérêts de grande échelle. C'est-à-dire, la Fondation soutient le système qui a porté structurel en haut de la pyramide Bill Gates. C'est pour ça que quand on lit sur la page d'accueil de la Fondation Bill et Melinda Gates qu'elle souhaite lutter contre les inégalités, on s'aperçoit qu'en réalité, la dernière chose qu'elle fera, c'est de remettre en question les sources de ces inégalités. Ce qui vous inquiète dans ce livre, c'est les investissements de la Fondation dans l'agriculture. One agriculture, une seule agriculture qui serait la même dans le monde entier. On voit bien, ne serait-ce qu'en le disant, qu'il y a une contradiction. Il y a jamais une seule agriculture, il y a des terroirs différents dans le monde entier. Le rêve de Bill Gates, c'est effectivement d'avoir une agriculture standardisée dans le monde entier, à base d'OGM, de biotechnologie, etc. Et il souhaite qu'on aille plus loin dans l'agriculture intensive et qu'on continue à adapter les plantes aux pesticides, aux herbicides, etc. Il est obsédé par la technologie et en revanche, il n'a pas confiance dans la nature. Et je crois que pour s'élever un petit peu dans ce débat, dans cette discussion, à l'heure où on s'aperçoit que justement l'arrogance de l'humanité nous amène vraiment dans le mur, il y a un moment donné où il faut reconnaître que la nature a un génie qui nous dépasse. Là, vraiment, on est dans la direction opposée. C'est-à-dire qu'on va continuer à trouver des solutions technologiques en prétendant sauver le monde avec la technologie, donc les multinationales. Il entend ces critiques ? Non, il n'entend pas ces critiques. Et pour tout vous dire, les données qui sont dans ce livre et qui viennent pour beaucoup d'un rapport d'une ONG qui s'appelle Global Justice Now ont été envoyées à Bill Gates et à sa fondation. Et la réponse qu'il nous a faite était proprement ahurissante. C'est-à-dire en fait, il a dit, mais écoutez, entre le trust, donc qui finance la fondation, et la fondation, il n'y a pas de lien.
Donc comment la fondation peut-elle savoir que le trust fait de mauvais investissements? Donc on pourrait presque penser que c'est de la mauvaise foi. Je crois que c'est un genre de fausse naïveté. Mais en tout cas, voilà où on en est Contre-pouvoir sur le terrain par des ONG qui ne sont pas concernées, puisque beaucoup sont subventionnés par la fondation. Alors, peu de contre-pouvoir. Pourquoi? Effectivement, parce que d'abord, il y a une forme d'autocensure de beaucoup d'organisations qui reçoivent des fonds, et je pense que c'est difficile de leur jeter la pierre. Et ensuite, il faut savoir quand même qu'il y a une présence de terrain qui est à la hauteur des moyens qui sont mis. Et notamment, on sait que la fondation Bill et Melinda Gates investit plus d'1 milliard dans les questions de communication, de lobbying, etc. C'est très important. Et donc, pourquoi Vandana Shiva a postfacé ce livre? Aussi parce qu'elle-même, sur le terrain, quand elle va par exemple en Afrique, rencontrer des parlementaires qui sont un peu perdus face aux nouvelles lois qu'on essaye de leur imposer sur les OGM, etc., eh bien, d'un pays à l'autre, elle se confronte aux mêmes éléments de langage, aux mêmes oppositions. Et du coup, on se rend compte que c'est infiltré vraiment partout, cet esprit de la fondation Bill et Melinda Gates. Merci beaucoup Lionel Astruc pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique, c'est terminé. Mais comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.